Bonjour à tous, désolé du retard, hein, vous le savez, les retraites, tout ça. Donc on était un petit peu bloqué à Saint-Lazare, donc je vais parler un tout petit peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais c'est pas très grave. Si je parle trop vite, vous me ferez un signe, vous hurlerez, enfin voilà, vous ferez en sorte que je comprenne que je suis en train de dépasser largement votre capacité d'assimilation des mots à la minute. Donc la typographie, bon c'est vrai que c'est un peu chaud de vous parler de typo à 9h du matin, je suis désolé, hein, j'ai pas de choix, on m'a dit 9h, voilà bon. La typographie, c'est pas forcément quelque chose de super agréable quand on n'a pas l'habitude d'en faire tout le temps, toutes les 3 minutes. C'est même quelque chose qui fait un peu peur, en fait, quelque part. Je crois qu'on pourrait presque dire que la typographie, c'est un peu comme une maladie. Dans le sens où moi, par exemple, j'ai écrit un livre de typo, et pendant que j'étais en train d'écrire ce livre de typo, quand j'étais dans la rue avec ma femme, je regardais une typo et je disais « Oh, regarde, ça, c'est du Frutiger. Oh, regarde, là, c'est du Mistral. Oh, regarde, là, c'est du Helvetica. » Et j'ai failli perdre ma femme. J'ai fait un beau livre, mais c'était assez compliqué en termes conjugal, on va dire. Donc c'est vraiment une espèce de cancer qui vous ronge le cerveau, voilà. Ça, c'est quand on est givré de typographie. Ce qui, j'espère, n'est pas votre cas, parce que ce serait inutile. Et ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas du tout quel est le pourcentage en fait ici dans les gens qui sont présents aujourd'hui d'intégrateurs purs et de graphistes purs. Je ne sais pas du tout, mais disons que s'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très portés sur le graphisme, ce que je vais dire aujourd'hui, je vais un peu enfoncer quelques portes ouvertes, hein, donc j'en suis désolé par avance. Mais en même temps, pour les intégrateurs purs et durs, c'est vrai que bien généralement, quand on clique sur le menu déroulant pour choisir une police de caractère pour un boulot quelconque, tout de suite on a une espèce d'appréhension, une petite crainte. Parce qu'il y a trop de noms qu'on ne connaît pas forcément, quoi. Oh là là, je vais peut-être prendre du Sheltana, mais en même temps peut-être le Times, mais on le voit peut-être un petit peu trop partout, ou alors le Comic Sans. Non, je vais me faire foutre de ma gueule. Enfin, ça va. Je vois qu'on est tous passés par là. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est quelque chose qui fait peur. La raison pour laquelle ça fait peur, c'est que c'est vrai qu'en général aujourd'hui sur Internet, et principalement pour les sites qui sont assez lourds en programmation, en CSS ou en font de face ou en que sais-je, HTML5 et tout ce genre de choses, on a besoin d'avoir des connaissances assez solides aujourd'hui en programmation pour faire de la bonne typographie sur Internet. Et donc les gens qui ont ce genre de connaissances en termes de programmation n'ont pas forcément eu le temps, tout simplement, même s'ils s'y intéressent, n'ont pas forcément eu le temps d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir choisir une bonne typographie. Donc c'est un peu le but de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors là, je suis en train de vous parler, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais qui c'est ce type? Alors ce type, donc c'est moi, je vais vous présenter très brièvement, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai vécu 10 ans à New York, j'ai vécu à Tokyo, à Paris, maintenant je vis à Istanbul, j'ai écrit des articles pour Libération, j'étais professeur de typographie pendant 4 ans à l'ESAD d'Amiens, l'École supérieure d'art et design à Amiens. J'ai également fait des sites internet pendant assez longtemps, en fait j'ai commencé à en faire en 95, donc à l'époque, internet, comme vous le savez, pour la plupart des gens, c'était se demander si c'était une entreprise de nettoyage. Et moi, c'était assez compliqué à l'époque d'expliquer ce que c'était Internet, en 94-95. J'ai arrêté d'en faire en 2003-2004, quand la programmation commençait à être un petit peu trop compliquée pour moi. Et puis, je m'occupe également de plusieurs festivals de cinéma, d'où ma grande aisance, comme vous pouvez le constater avec un micro sur scène. Maintenant, je suis directeur de création dans une agence de graphisme et de packaging à Istanbul. J'ai également écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique de choix typographique aux éditions Atelier Pérousseau, dont je suis également directeur de collection. Je suis en train d'en faire un deuxième en ce moment. Voilà, à peu de choses près, en ce qui me concerne. Alors, la typographie, c'est le vecteur de la communication écrite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand on a envie de dire quelque chose, quand on a envie de faire passer un message à l'oral, l'intention change avec le ton de la voix. Alors, je vous donne un exemple. Si vous dites, par exemple, « Chérie », c'est agréable, c'est convivial, peut-être que votre femme ou votre mari se dit « Tiens, il y a quelque chose de gentil à me demander ». Si vous dites « Chérie », ça veut dire bon, on va être en retard pour aller au cinéma. Si vous dites « Chérie », « Chérie ». Vous voyez, tout ça, c'est le genre de choses, si jamais on écrit simplement « Chérie » sur une feuille de papier, tout ça, ça va pas passer. On va pas s'en rendre compte. Qu'est-ce qui peut permettre de faire passer le message? C'est la typographie. Alors, je vous donne un exemple tout de suite. Là, évidemment, on se rend compte que « Chérie »,
Voilà, c'est agréable, c'est une police de caractère qui est inclinée, donc c'est une police de caractère en petit, caractère en minuscule, donc c'est de l'ordre du parler. Comme c'est incliné, c'est de l'ordre du susurré. C'est très doux, la typographie est très ronde, et donc on se dit voilà, c'est quelque chose d'agréable. En même temps, si on écrit chéri comme ça, tout de suite, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu plus péremptoire. Là, c'est déjà un petit peu moins agréable. On a sans doute quelque chose à demander qui va pas forcément faire plaisir au chéri en question. Parce que cette typographie, qu'est-ce qu'elle a? Elle est très rigide, elle est très carrée, elle n'est pas dans la nuance, il n'y a pas de nuance entre les pleins et les délits, les caractères sont exactement de la même largeur à tous les niveaux, donc ça veut dire que là, on n'est pas là pour discuter, on est là pour affirmer. De la même manière, si on utilise cette typographie pour dire danger, là tout de suite, on est dans le même champ sémantique. Et vous vous rendez bien compte que là, je ne vous fais pas voir de mise en page, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas une photo à côté avec peut-être un chien méchant ou quelque chose comme ça. C'est uniquement la typographie qui fait passer le message. Ce que j'essaye de vous dire, et que vous en êtes peut-être conscient ou pas, c'est que la typographie est un outil de design, un outil de communication qui est très important et qui fort malheureusement est généralement mis de côté, parce que les gens s'y intéressent peu, et surtout sur Internet, dans le sens, je parle pour le corps du texte, je parle même pas forcément pour les titres ou les logos bien évidemment, mais pour le corps du texte, la typographie c'est quelque chose qui est très très important, et qu'on a un peu trop souvent tendance à mettre un peu de côté en se disant bon je vais prendre cette typo-là parce qu'elle est jolie, et voilà, et en fait pas du tout. Quand on écrit le mot tendresse par exemple avec ce genre de caractère, ça passe, mais quand on écrit le mot solde avec ce genre de caractère, ça passe aussi. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, même si on n'y connaît rien en typographie, on évolue dans des villes, on voit des enseignes, des logos, des packaging, on voit des choses partout qui font qu'on est conditionné à comprendre immédiatement les sous-entendus, les connotations qu'une police de caractère va apporter avec elle. Parce qu'une police de caractère apporte un bagage culturel, historique. Si on écrit le mot tendresse comme ça ne passe pas. Ce sont des genres de choses que, encore une fois, tout le monde peut comprendre et dont il faut vraiment prendre conscience. Si on écrit Metallica... Je savais que ça allait vous plaire. Si on écrit Metallica avec ce genre de caractère, bon, on se dit, il y a un truc qui va pas. Metallica, c'est pas des bisounours qui vendent des t-shirts en solde. Ça ne passe pas. Et de la même manière, quand on retire même le sens du mot écrit, la simple forme des lettres évoque quelque chose de fort. Regardez le mot duo, par exemple, qui ne veut strictement rien dire. Je pense, à moins qu'il y ait une entreprise qui s'appelle Akelji dans la salle, auquel cas je suis désolé. Mais le mot du haut et le mot du bas n'évoquent pas du tout les mêmes univers. En haut, c'est plutôt, voilà, on va dire les soldes, la promo, ou alors éventuellement une entreprise qui vend des vêtements pour femmes enceintes. Et en dessous, ça va plutôt être une entreprise un petit peu à l'ancienne, un truc genre notaire ou avocat, un truc un peu sérieux, qui veut se prétendre sérieux avec ses caractères, avec des petits empattements en haut et en bas qui rappellent un petit peu une inscription un peu lapidaire sur une pierre. Voilà, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est très important. Je vais vous donner un autre exemple. Prenons la police de caractère Gilles Sand. Gilles Sand, c'est une police de caractère qui a été dessinée dans les années 20, les années 30 par Éric Gilles, et c'est une police de caractère qui avait été à la base dessinée pour le métro londonien. C'est une police qui est unilinéale, donc avec des caractères où il n'y a pas de plein de déliés, ou très peu. Mais elle a également des petits aspects qui rappellent les écritures humanistiques. Donc c'est une police qui est également assez chaleureuse, assez classique, assez classieuse. Et lorsqu'on utilise le Gilles Sand, on a tout de suite une impression de sérieux, voilà, de classe, de qualité et de chaleur humaine. Et lorsqu'on voit un logo comme ça, par exemple, auquel encore une fois on n'est conditionné cette fois-ci également par la forme, par la couleur, eh bien voilà, on sait qu'on achète quelque chose à peu près de qualité. Bon voilà, ça passe bien. Et si on change simplement la police de caractère, tout de suite, voilà, tout de suite on est dans un autre univers, on est dans un autre registre, et on est dans un registre beaucoup plus, entre guillemets, je vais pas dire cheap, mais un registre plus populaire. Voilà, c'est là on est plus dans le registre des balmusettes et des cafés. Et de la même manière, si tout à coup Benetton décide de changer et d'utiliser le Cooper Black, eh bien ça risque de passer assez peu, parce que le Cooper Black, il faut savoir que cette police de caractère-là, par exemple, c'est une police qui a été dessinée dans les années 20, faut se rendre compte, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà cette police de caractère, alors que la plupart des gens imaginent qu'elle a été faite dans les années 70, c'est pas du tout. Et c'est une police que moi je trouve très très belle, mais qui malheureusement a été utilisée en masse après les années 70 et 80, a été distribuée sur les systèmes d'exploitation Microsoft, et donc s'est retrouvé un peu comme d'autres polices que je ne nommerai pas pour l'instant sur ouais. Mais je vais y revenir, vous inquiétez pas.
sur beaucoup de travaux cheap. Et en fait, c'est une police qui maintenant a une connotation cheap qui est tellement forte que même une compagnie, par exemple, comme EasyJet, qui est une compagnie qui base toute sa communication sur le fait qu'elle n'est pas chère, utilise pour son logo principalement et en très gros cette police de caractère-là. Donc voilà, chaque caractère, comme je vous l'ai dit, possède un passé, un bagage culturel, historique, social, dont on n'a pas forcément conscience, mais encore une fois, de manière inconsciente, ça vous touche directement, c'est très important, et donc il est absolument indispensable, pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a une slide qui a sauté, c'est pas grave, il est indispensable de bien connaître ce genre de choses quand on développe un projet graphique, quoi que ce soit. Alors quand je parle d'un projet graphique, quoi que ce soit, je parle bien évidemment du support imprimé, mais également du support Internet, de n'importe quel support sur lequel il y a des polices de caractère. Et aujourd'hui, Internet, ça fait vraiment partie de notre vie de tous les jours, donc c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, des polices de caractère, il y en a quelques centaines, quelques milliers, ça devient très compliqué de faire un choix. Et en règle générale, sur les 100 ou 150 000 polices de caractère que l'on peut trouver en 3 clics sur Internet, et bien souvent gratuitement, il y a quand même énormément de trucs à jeter immédiatement. Des polices qui ont été faites par des gens qui n'y connaissent rien, avec des caractères dessinés n'importe comment, enfin bref, c'est une catastrophe. Alors que dans le même temps, il y a également quelques polices de caractère, et là je dis vraiment pas beaucoup, quelques polices de caractère qui suffisent largement à la palette de n'importe quel développeur et graphiste dans le monde. On se rend compte d'ailleurs que si vous regardez vraiment de près la plupart des projets graphiques, littéraires, graphiques, internet, multimédia, packaging, qui sont autour de vous et qui sont bien faits, ceux sur lesquels il y a vraiment un consensus pour dire que c'est un bon travail, que c'est bien fait, que c'est très efficace, vous vous rendrez compte que ce sont toujours les mêmes polices qui reviennent encore et toujours. C'est pas du tout parce que les designers, les graphistes n'ont aucune imagination ou sont de mauvais garçons. C'est tout simplement parce que les polices de caractère en question ont été faites, ont été peaufinées par des gens, par des designers pendant des années. Il y a des gens qui ont passé leur vie à peaufiner une police de caractère, qui d'ailleurs malheureusement bien souvent disparaissent au profit de leur police de caractère. Tout le monde utilise Helvetica, tout le monde utilise Garamond, mais qui se souvient du nom de la personne qui l'a fait? Bon, en l'occurrence, Garamond, c'est Claude Garamond, ça c'est pas trop dur, mais il n'y a pas de Jean-Michel Helvetica, hein, ça a été dessiné par quelqu'un d'autre. Et ce genre de police de caractère, le Futura, le Gilson, le Bodoni et quelques autres, sont des polices qui suffisent en général assez largement à exprimer une idée de manière simple, claire et précise et efficace. Et je vous parle de peut-être 50 ou 60 polices maximum, vraiment. On a rarement besoin de plus de polices de caractère que ça. Alors, je ne vais bien évidemment pas vous expliquer quelles sont les connotations qui sont induites par l'utilisation de toutes les polices de caractère, parce que ça, si je commence maintenant, j'aurais terminé pour Paris Web 2011. Mais pour vous aider quand même à faire un choix un peu raisonné, il y a un truc qui a été créé dans les années 50 et qui a été ratifié en 63, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est la classification Vox-Atypi. Alors Vox-Atypi, c'est pas un nom indien, ça vient du nom de la personne qui a créé cette classification qui s'appelle Maximilien Vox et qui a été ratifiée par l'association typographique internationale, Atypi, en 1963. Mais avant de vous en dire plus, je vais prendre un peu d'eau parce qu'en fait j'ai la gorge qui s'assèche légèrement, donc je vais poser mon micro. Donc là il va y avoir un léger silence, un peu gêné pendant quelques instants. Vous pouvez parler si vous voulez pour que ce soit pas trop lourd. Merci. Bien. La classification Vox-Atypi, c'est une classification des caractères qui a été faite par ordre chronologique, historique des caractères. Ça commence avec les manuaires. Les manuaires, la famille des manuaires, c'est la famille des caractères qui ont été inspirés directement. En fait, c'est les caractères qui imitent les écritures qui datent d'avant l'invention de la typographie. Donc on retrouve des caractères de la famille des onciales, comme l'omnia, que vous avez tout en haut. Ce sont des caractères qu'on retrouve généralement dans les travaux qui veulent évoquer le celtique ou alors l'heroic fantasy, le Seigneur des Anneaux ou le cidre Loïc Raison. Vous avez également mais c'est vrai, hein, regardez bien. Vous avez également tous les caractères script non liés, c'est-à-dire qui imitent l'écriture à la main, mais dont les lettres sont séparées les unes des autres, qui sont apparus dans les années 50, 60 et plus tard, bien évidemment encore aujourd'hui, comme le banco, le fameux caractère que je vous ai fait voir tout à l'heure, que j'aime
énormément. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un bouquin à son sujet en ce moment même, donc c'est vous dire à quel point je l'aime, parce que vraiment c'est un sacerdoce. Et également des typos comme Eric Right Hand ou Just Left Hand, la typo du bas que vous connaissez peut-être parce que c'est la typo du logo de la série télévisée Friends. Donc une police de caractère. Ce sont des polices de caractère qui évoquent une certaine convivialité, une certaine chaleur, le côté entre amis, le côté café, bal musette et tout ce genre de choses. La deuxième famille de caractères, c'est la famille des humanes. Alors c'est une famille de caractères que vous allez peut-être être amené à utiliser dans les corps de texte parce que ce sont les caractères du XVe siècle, en fait, les caractères qui imitent les premières écritures calligraphiques eumenistiques italiennes, surtout celles qui étaient nées à Venise au XVe siècle. Donc ce sont des polices de caractères qui ont un aspect qui sont très élégantes et en même temps qui ont un aspect un petit peu plus lourd que d'autres polices qu'on va voir un petit peu plus tard, dans le sens où là vraiment il n'y a pas de rigueur géométrique. Les polices de caractère sont vraiment, elles imitent absolument l'aspect calligraphique dans le sens où on voit bien l'influence de la main dans le tracé des lettres, dans le E notamment où vous voyez la barre transversale du E qui est relevée, c'est ce qu'on appelle un E vénitien et qui dépasse légèrement, vous voyez à droite, pour imiter en fait une plume de stylo qui s'enlève comme ça. Et donc ce sont des polices de caractère qui évoquent un aspect littéraire mais également un peu le Moyen-Âge ou les toutes premières écritures. C'est quelque chose qui peut être agréable à lire et qui peut être aussi un petit peu lourd. C'est pas aussi élégant et fluide que la famille des Garaldes. Alors la famille des Garaldes, le nom vient en fait de Claude Garamond et de Aldémanus. Aldémanus qui était un éditeur vénitien du XVIe siècle qui a notamment inventé les italiques. Les Garaldes, alors bien évidemment c'est la famille de caractères la plus connue pour tout ce qui est corps de texte, celle dans laquelle on retrouve notamment le Garamond, qui est une typographie qui a été dessinée au XVIe siècle et qui n'a pas bougé depuis, du tout, pas d'un millimètre. Et 95% des romans que vous achetez en France, et également dans le monde, sont composés en Garamond, encore aujourd'hui. C'est, on va dire, c'est la typographie parfaite. Elle a aucun défaut, elle est élégante, elle est bien faite, elle a une rigueur évidemment géométrique, une rigueur artistique pardon, qui est absolument indéniable. Elle a été dessinée donc par quelqu'un de grand talent sur des tout petits morceaux de métal. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais il faut savoir que chaque lettre était dessinée, gravée sur un poinçon en métal qui faisait à peu près 4 mm de diamètre à la loupe. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et à l'époque, donc, la personne qui dessinait ce genre de choses, quand elle avait besoin d'un alphabet encore 18, par exemple, elle se tapait toutes les lettres les unes après les autres. Et lorsqu'elle avait besoin du même alphabet encore 12, elle se retapait toutes les lettres encore 12. Enfin, c'était vraiment du boulot. Ces alphabets sont des alphabets dont on retrouve encore un peu l'influence calligraphique, notamment dans l'axe incliné. Vous voyez notamment le E ou le O du Garamond, où les pleins et les déliés ne sont pas sur un axe vertical, mais sur un axe incliné. Ça aide également à la lecture, c'est le genre de choses qui évoque tout un aspect littéraire, c'est très chaleureux, en même temps c'est très élégant. Il y a également l'aspect traditionnel qui est important dans ce genre de police de caractère, qui est très agréable à lire. Ensuite, la famille suivante, la famille des Réals. C'est une famille dans laquelle on va retrouver des caractères qui ont été dessinés au temps de Louis XIV. Alors Louis XIV, en fait, il a lancé le règne de l'académisme, et ce qu'il a demandé aux personnes qui travaillaient pour lui, et notamment à des gens comme Geoffroy Tory, c'est de refaire les caractères de manière cette fois-ci beaucoup plus géométrique, de complètement éliminer totalement l'aspect calligraphique des caractères. Donc on a repris des caractères comme le Garamond, comme le Bembo, et cette fois-ci on les a redessinés de manière totalement géométrique avec des règles, des compas, ce qui donne des alphabets qui sont d'une rigueur artistique et technique absolument incroyable, comme le Baskerville ou le Casselon, ou le Times, que vous connaissez bien. Le Times et le Perpétua sont par ailleurs des polices de caractères qui n'ont pas été dessinées au temps de Louis XIV, mais qui sont des relectures contemporaines, entre guillemets, puisque ça date de 1932 et 1935, des relectures contemporaines des caractères donc comme Baskerville ou Casselon, qui sont des caractères qui sont un peu plus froids que les caractères qu'on a vus tout à l'heure, Garamond, parce que cette fois-ci, encore une fois, il n'y a plus l'aspect de la main, il n'y a plus du tout d'influence de l'homme dans le développement de ces caractères, mais qui sont d'une lisibilité exceptionnelle et qui évoquent, encore une fois, bien évidemment, un peu d'austérité, mais également une très grande lisibilité, une très grande technicité. Ce sont des caractères très chaleureux, très faciles à lire, très littéraires, et voilà, tous les caractères qui s'inspirent, entre guillemets, de ces caractères-là sont des caractères qui sont idéaux pour les corps de texte.
Ensuite, vous avez la famille des Didon. Alors là, par contre, on quitte le corps de texte. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on était beaucoup dans les textes immersifs, les textes longs qui doivent être faciles à lire. Mais la famille des Didon, c'est quelque chose qui est un peu différent. C'est le processus de rationalisation qui avait été engagé à l'époque donc de Louis XIV, qui cette fois-ci est poussé à l'extrême. Là, on arrive en période vers 1730, 1750 jusqu'à 1800 à peu près. Donc, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? À cette époque-là, on fait des papiers qui sont un peu plus épais et un peu plus blancs et un peu plus solides. Parce qu'avant, les papiers, c'était du parchemin. Et là, on commence à faire des papiers où on intègre dans la fabrication du papier du tissu, ce qu'on appelle le velin. Et donc, on a des papiers qui sont très épais. Et donc, les caractères en plomb à l'époque, hein, qu'on imprime dans le papier, eh bien, cette fois-ci, on est capable de faire des choses comme des déliés très fins. Vous voyez le dido tout en haut. Les déliés, en fait, il n'y a plus du tout de courbe dans les empattements. Les empattements sont complètement filiformes. Et ces empattements-là, avant, avec le papier qu'on utilisait avant, si on avait imprimé donc les fameux caractères en plomb directement dans ce papier-là, on aurait été à travers le papier. Là, maintenant, on a un papier qui est très épais, donc qui permet de faire ce genre de choses techniquement. Et quelque part, tout ce qui s'est passé à cette époque-là continue de traîner au basque des alphabets de cette famille-là. Je m'explique. Cette époque-là, c'est l'époque notamment du grand renouveau littéraire, en France et en Europe, avec Victor Hugo, Balzac, Zola, Baudelaire et tout ce genre de choses, et les romans naturalistes, les romans, toutes les écritures romantiques également, Stendhal, Le Rouge et le Noir, qu'on voit très bien dans cette... qui ont traversé les siècles quelque part et qui se retrouvent encore quelque part. Il y a un côté très littéraire, un côté très noir, très romantique, pardon, et également qu'on retrouve malheureusement, puisque à cette époque-là, cette police de caractère était également beaucoup utilisée par la Révolution française. Les assignats, toutes les publications de Marat, notamment tous les assignats qui étaient placardés sur les murs, qui étaient très durs, et qui a poursuivi son chemin dans l'administration française, qui a utilisé pendant très longtemps ces caractères-là. Alors, on retrouve encore aujourd'hui cet aspect littéraire, notamment les livres de la NRF de Gallimard qui sont encore composés en dido. On retrouve le Bodoni également, tout cet aspect très austère, très dur, surtout en capitale par exemple. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 50-60, 40-50-60, il y a beaucoup de designers, beaucoup de créateurs de magazines de mode, qui se sont mis à utiliser ces polices de caractère pour leur côté très classe, c'est-à-dire très aristocrate, voilà, très on vous regarde d'en haut. Et cet aspect-là se retrouve notamment dans des magazines comme Vogue ou Elle ou Harper's Bazaar aux États-Unis. Et c'est une image qui continue également d'être véhiculée par ces caractères qui ont vraiment un côté qui est très difficilement lisible. Un roman tout entier composé en dido, bon courage. Mais par contre, pour les titres, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors après, vous avez, je vous rassure, c'est presque fini en ce qui concerne les familles de caractères. Après, vous avez la famille des Mécanes, qui est une famille qui tire son nom de l'ère industrielle anglaise où ils ont été créés, donc comme le Clarendon et le Rockwell. Vous voyez que ce sont des caractères qui ressemblent un peu à ceux qu'on vient de voir, sauf que là, par contre, les empattements sont très épais, ils sont même carrément carrés ou rectangulaires. Et ce sont des polices de caractères qui sont à la fois agréables à utiliser, chaleureuses et qui en même temps ont un côté un peu ouvrier, un peu populaire, qui les rend agréables, qui les rend faciles à lire et chaleureuses. Ce sont des polices qui ont également été réutilisées beaucoup dans les années 50 pour les pochettes de disques de jazz, ce qui est quelque part un peu logique parce que le jazz c'est aussi une musique qui vient du côté populaire, du côté ouvrier, des petites gens entre guillemets à la base. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu perdu ça de vue, mais à la base c'était une musique populaire, le jazz, qui est devenu élitiste avec le temps. Et du coup cette police de caractère-là a également pris un aspect un peu élitiste avec le temps. On la retrouve notamment sur beaucoup de disques de jazz ou de disques de musique de chanteurs comme Renan Luce ou tous les nouveaux chanteurs français actuels qui utilisent beaucoup cette police de caractère-là pour toute cette connotation qui continue de l'accompagner. Alors voilà, là par contre c'est le gros morceau, les linéales. Il faut savoir que lorsque la famille de caractères a été créée en 63, des linéales, il n'y en avait pas encore beaucoup. Mais aujourd'hui, avec l'explosion des logiciels de création de caractères qui permettent à n'importe qui, et vraiment n'importe qui parfois, de créer des polices de caractères, eh bien, on se retrouve avec énormément de linéales et on est obligé, aujourd'hui, on est en train d'en parler au sein de la Tipeee et dans le monde entier, de faire une sous-catégorie à l'intérieur des linéales parce qu'il y en a trop. On peut pas définir une connotation ou deux connotations pour toute cette famille où il y a énormément de polices de caractères différentes. Alors, il y a des polices comme le Helvetica, qui est une police de 1957, qu'on voit un peu partout, qui a ce côté pratique parce qu'elle est très lisible, en titrage surtout, elle est très lisible et elle ne communique presque pas de connotation.
elle ne dit rien. Voilà, c'est une police qui est complètement neutre, ce qui fait qu'on peut la retrouver à la fois en très gros caractères sur l'affiche d'une exposition d'art moderne, et ça choquera personne. On peut également la retrouver photocopiée sur un papier pour dire que je sais pas moi, que la boîte à copies va fermer à 19h ce soir. Ça ne choquera personne non plus. Elle véhicule absolument rien. Donc pour exprimer rien, c'est très bien. Je vous donne un exemple. Si c'est une petite légende, par exemple, sous une photo, c'est parfait. Si c'est un court argumentaire commercial de quelques lignes ou une explication, un texte très très court, c'est parfait. Un texte qu'on n'a pas besoin de lire en 3 secondes, c'est parfait. Futura, Gilles Sand, Frutiger, tout ce genre de police de caractère font partie de la famille des linéales, qui est une famille qui est très très riche en connotations, qu'il faut utiliser avec circonspection. En règle générale, je dis bien en règle générale parce que ça c'est quelque chose qui au sein des typographes génère beaucoup de conflits. Les polices de caractère donc de la famille des linéales sont des polices qui sont difficiles à lire en petit corps et sur beaucoup de pages, ou quand on a un texte très long. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement c'est vrai, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais libre à chacun de forger sa propre opinion, bien évidemment. L'avant-dernière famille dont je vais vous parler, c'est les incises. C'est une famille que vous allez sans doute pas utiliser très souvent, sauf si vous allez faire des logos ou certains titres. Ce sont des polices de caractère qui imitent les écritures lapidaires. Lapidaire, c'est taillé dans la pierre. On le voit notamment avec Optima tout en haut, qui est une police de caractère qui a été dessinée d'après des inscriptions sur une pierre tombale. Alors, comment on reconnaît ces polices? Si vous regardez bien tous les aspects verticaux de la police, comme le P ou le M ou le I, vous voyez que le caractère n'est pas exactement, les deux bords du caractère sont pas exactement parallèles, mais ils s'évasent légèrement vers le bas et vers le haut, pour imiter justement comme un poinçon qui rentre dans la pierre, qu'on retrouve également dans Penumbra Flare, qu'on retrouve de manière beaucoup plus grossière dans Copperplate ou également dans Formata. Ce sont des polices de caractère qui, et là je parle surtout d'une police comme l'Optima, ont un aspect très très beau, très très harmonieux, très calme, un aspect un peu vraiment comme un caractère taillé dans la pierre, c'est-à-dire un caractère qui va rester dans le temps, qui bougera jamais, qui sera toujours là, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on retrouve ce caractère beaucoup dans tous les packaging de cosmétiques. Lorsqu'on parle à une femme et qu'on lui dit que votre peau va rester magnifique, que vous n'aurez jamais aucune ride, que quelque part vous allez rester un peu comme une sculpture pour le restant de vos jours grâce à cette crème magique à 95 €, eh bien on utilise l'Optima parce que ça continue de véhiculer cette image. Effectivement, on le retrouve beaucoup dans tous les milieux médicaux, dans la pharmacie, etc. Et encore une fois, donc dans tous les packaging de produits cosmétiques. Et enfin, la dernière famille dont je vais vous parler, ce sont les scripts. Alors les scripts, ce sont les caractères qui imitent l'écriture manuscrite, où les caractères sont liés entre eux. Alors vous retrouvez bien évidemment toutes les polices de caractère, comme le BICAM tout en haut et comme beaucoup d'autres qu'on retrouve sur la plupart des faire-part de mariage, des invitations à la naissance du petit, ce genre de choses, mais également toutes les polices de caractère des années 50, comme le Mistral de Roger Excoffon, comme les déclinaisons plus contemporaines, comme le Plumero ou le Bello, qui sont des polices de caractère qui ont été faites dans les 2, 3, 4, 5, 6 années qui viennent de s'écouler. Il y en a énormément. Ce sont des polices qui, en termes de développement, sont très très difficiles à faire parce qu'elles demandent une maîtrise bien évidemment énorme, et ce sont des polices qui sont conviviales, qui sont agréables, mais qui sont bien évidemment à proscrire pour du texte long. C'est plutôt des polices de titrage. Ce sont des polices qu'il vaut mieux éviter d'utiliser en tout petit corps parce qu'elles n'ont pas été faites pour. Et puis évidemment, quand on utilise ce genre de police, il faut également éviter de jouer avec le kerning, c'est-à-dire l'espace entre les lettres, parce que je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Voilà, alors encore une fois, les connotations donc de chaque caractère, c'est quelque chose de très important. Je vous parlais tout à l'heure du Gilles Sand, celui qui était sur le logo, vous vous rappelez, de Benetton. Voilà, aujourd'hui on a encore le Gilles Sand. Pour tous les gens qui ont été au moins une fois dans leur vie à Londres ou en Angleterre, enfin surtout à Londres, le Gilles Sand évoque immanquablement l'Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est la police de caractère encore aujourd'hui, enfin c'est pas exactement celle-là, mais presque, qui se retrouve dans toutes les stations du métro londonien et dans toutes les communications du métro londonien. C'est également, je ne sais pas si vous connaissez les livres des éditions Penguin en Angleterre. Penguin, en fait, utilise depuis très très longtemps déjà dans ses éditions classiques le Gilles Sand. C'est vraiment la police de caractère anglaise par excellence, et vous allez vous en rendre compte quand vous regardez, à partir d'aujourd'hui par exemple, si vous regardez une publicité plutôt bien faite sur l'Angleterre pour aller un voyage en Angleterre ou n'importe quoi dans ce genre de choses, vous vous rendrez compte que le Gilles Sand est utilisé massivement encore aujourd'hui pour évoquer l'Angleterre. Et c'est une police de caractère qui évoque la qualité, qui évoque la confiance, parce que elle est linéale, mais en même temps on voit bien, on sent bien qu'il y a quelque chose de... On peut faire confiance à quelqu'un qui utilise ce genre de police de caractère-là.
presque les yeux fermés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une police comme le Didot, c'est une police de caractère qui immanquablement évoque le monde de la mode, grâce à Vogue notamment, qui évoque également la classe, le luxe, tout ce genre de choses, une certaine aristocratie qui transparaît immédiatement par l'utilisation des caractères en question. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on voit Vogue ou Harper's Bazaar, vous voyez que les logos utilisent donc toujours, encore aujourd'hui, ces caractères-là et que ça fonctionne très très bien. Tout à l'heure, je vous parlais également de certaines typographies qui évoquent un univers, comme l'Optima avec la cosmétique, et vous vous rendez compte que lorsqu'une grande marque comme Estée Lauder, par exemple, fait une communication, elle utilise encore aujourd'hui cette police de caractère-là en capital pour avoir ce côté donc taillé dans la pierre. Encore une fois, si vous utilisez ces produits-là, vous ne bougerez jamais. Ce sont des choses que la plupart des graphistes du monde entier ont très bien assimilées. Et là, par exemple, les exemples que je suis en train de vous faire voir, ce sont des exemples américains. Parce que les polices de caractère, faut pas croire que les connotations ne nous parlent qu'à nous, Français. Si vous avez un client d'un autre pays, je parle bien évidemment des pays qui utilisent les caractères latins, les polices de caractère continuent également d'évoquer ce genre de choses. Alors évidemment, quand on parle de pays comme le Japon ou la Chine ou d'autres pays comme ça, ou les pays arabes, évidemment, on rentre dans d'autres considérations, mais voilà, pour le moment, je vais m'arrêter au monde des caractères latins, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, les écrans d'Internet, les écrans d'ordinateur sont partout. Ça, c'est une chose qui est évidente. Encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais j'aime bien. Et les écrans sont de meilleure qualité qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comparer un site internet des années 90 avec un site internet d'aujourd'hui. Les sites internet des années 90, les écrans de 14 pouces avec une résolution pas terrible, n'ont plus rien à voir avec un iPhone 4, avec un écran Retina, avec un iPad, avec un écran 21 pouces branché sur Windows 7 qui a une gestion des polices à l'affichage qui est excellente comparée à Windows XP et encore plus à 95. Tout ça change. Et Internet est de plus en plus présent avec le 3G, avec le Wi-Fi, Internet est partout. Les gens ont l'habitude de lire des informations sur des écrans d'ordinateur bien plus qu'avant. C'est une évidence. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Rasenstein qui a dit une phrase qui est très connue, que vous avez déjà peut-être lu ou entendu quelque part, que Internet, c'est 95% de typographie. Et réfléchissez-y un petit peu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sites en flash, ou des sites très graphiques, etc. Mais quand vous réfléchissez bien, le but premier d'un site internet, c'est de communiquer une information. Ça peut être une information ludique, ça peut être... peu importe, c'est de communiquer une information. Et le moyen aujourd'hui, sur internet, de communiquer une information, c'est le mot. Et le mot, c'est la typo. Donc la typographie, c'est encore une fois quelque chose qui est très important et qu'il faut absolument pas mettre de côté. Et il faut arrêter de penser qu'on va simplement faire une colonne avec une balise et mettre du texte dedans et c'est très bien. Non, aujourd'hui, les habitudes de lecture ont changé et les gens sont plus exigeants. Il y a beaucoup de magazines qu'on peut lire aujourd'hui sur des tablettes informatiques. Et les magazines qu'on peut lire sur les tablettes informatiques, bien souvent, reprennent peu ou prou, voire parfois reprennent complètement les mises en page que les gens sont habitués à retrouver sur papier. Donc avec plus d'une colonne, avec plus de, pas forcément plus de 8 mots par ligne, avec un interlignage qui est réfléchi, qui n'est pas forcément l'interlignage par défaut. Tout ce genre de choses, ce sont le genre de choses qu'il faut intégrer aujourd'hui de manière très claire lorsqu'on fait un site internet, je pense. Alors, bien évidemment, il y a une différence qu'il faut faire tout de suite entre le titrage et le labeur. C'est vrai que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux familles de caractères, ça va surtout vous être utile en ce qui concerne les titres, et alors que le labeur, ça va plutôt être pour toutes les polices de caractères qui vont être finalement des 3 premières familles, les humanes, les réales et les garaldes. Donc, quand on dit titrage et labeur, hein, d'ailleurs, enfin, c'est relativement clair, je pense, c'est que les titrages, ce sont les textes qui sont courts, donc soit effectivement les titres, ou alors les légendes. Ce qu'on appelle légendes, c'est également des caractères de titrage, donc des textes qui sont très très courts, alors que les typographies de labeur, ce sont des typographies qui ont été dessinées pour lire des textes très très longs sans avoir de fatigue visuelle. Alors, oui, je sais, ça choque un peu. Ce visuel très agréable, c'est pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Lorsqu'on utilise des polices de caractère pour n'importe quel boulot, que ce soit imprimé ou écran, il faut faire attention en termes de goût. Il faut avoir bon goût. Il ne faut pas avoir mauvais goût, parce que mauvais goût, ça peut être ça. C'est-à-dire que si vous pensez que ça, c'est du bon goût, bon, je peux rien faire pour vous, mais voilà, moi je pense que c'est pas terrible. Si vous utilisez une veste verte avec une cravate rouge et une chemise jaune,
Il y a comme une espèce de léger souci, quelque part, visuellement. Et en typographie, eh bien, c'est pareil. Si on utilise 5 typographies différentes, complètement différentes sur une page, il peut y avoir comme une espèce de malaise viscéral qui peut s'exprimer de manière très très simple. C'est qu'en règle générale, il y a une règle que vous pouvez suivre si vous voulez. Sur un travail donné, il vaut mieux éviter d'utiliser plus de 3 polices de caractères. 3 polices de caractères, c'est vraiment l'idéal. Une police pour le titre, une police pour le texte, et une police pour les apartés, les sous-titres, les légendes, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est parfait. En règle générale, on utilisera plutôt une police linéale ou Garald, peu importe pour les titres, mais on utilisera presque tout le temps une police à empattement pour le corps de texte. La raison pour laquelle, ouais, je suis passé un peu trop loin, la raison pour ça, je vous dirai ça tout à l'heure. Il faut également éviter de mélanger des typographies de la même famille, par exemple utiliser du Bodoni et du Didot. On voit bien que c'est presque la même, mais c'est pas exactement la même. Ben c'est un peu n'importe quoi de faire ce genre de choses, donc il faut faire attention de ne pas utiliser 2 polices de caractères de la même famille dans un même travail. Et de la même manière, éviter de mélanger des caractères à forte personnalité, parce que sinon, ils vont avoir tendance à se battre les uns les autres pour tirer la couverture à eux. Donc, prenez un caractère à très forte personnalité, comme celui du haut, par exemple Nord, pour un titre, et après, prenez un caractère un petit peu plus subtil, un peu plus délicat, un peu plus humble pour le corps de texte. La raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que, à mon avis, il est plus intéressant d'utiliser, plus pertinent d'utiliser des polices de caractères à empattement pour le corps de texte, c'est parce que lorsqu'on a un texte très très long, eh bien là vous voyez par exemple, à gauche vous avez un corps de texte en Garamond, et de l'autre côté vous avez un corps de texte en Futura. Le Futura est une police de caractères qui est très géométrique et qui est donc difficile à lire. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que en Garamond, vous avez des empattements. Les empattements, ce sont ces petites choses que vous voyez ici. Voilà, les petits trucs comme ça, là. Alors qu'en bas, pour le Futura, vous n'en avez pas. Ce qui fait que l'œil, comme vous le savez, est un organe qui est rond, qui est sphérique, qui tourne. L'œil ne fait pas, il va pas en ligne droite comme ça, il tourne en permanence. Les muscles sont faits de cette manière-là. Et donc, lorsque l'œil arrive sur un caractère comme celui du haut, il va déchiffrer le E. Alors ce que je vous dis, évidemment, ça se passe en quelques dixièmes de seconde, hein, quelques centièmes de seconde. Mais il va déchiffrer le E, et après il va passer au M. Et pour passer du E au M, il va arriver à l'empattement du bas, là, celui qui remonte, et ça va l'aider à remonter comme ça, à arriver sur le M, à découvrir le M. L'empattement du bas du M va l'aider à retourner au P, etc., etc. De passer d'un caractère à l'autre de manière circulaire. Ce qui fait qu'il va comprendre, il va intégrer la forme du mot presque instantanément. Et tout de suite, dans votre cerveau, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout de suite passer à la compréhension du mot plutôt qu'à son déchiffrage. Alors qu'avec un Futura, l'œil, il arrive, et là, tout de suite, ce qu'il a en face de lui, c'est un mur vertical. Bam, il s'arrête. Il n'y a pas d'empattement, il n'y a rien pour l'aider à déchiffrer la lettre. Bon, il voit que c'est un E, il continue, bam, un autre mur, ensuite un autre mur, un autre mur, un autre mur, tout est vertical, il y a rien du tout là-dedans pour l'aider de manière sympathique à passer d'une lettre à l'autre, et il va passer 2 à 3 fois plus de temps à comprendre le mot. Donc avant d'aller à la partie compréhension, il y a une partie déchiffrage qui est beaucoup plus importante qu'avec le caractère du haut. Ce qui fait, et d'ailleurs, si je peux me permettre, le caractère du bas, qui est un des premiers caractères de la famille des linéales, qui a été dessiné dans les années 20 dans l'école du Bauhaus, ce caractère a été fait par une personne qui s'appelle Paul Reiner, et le but de Paul Reiner à l'époque, c'était justement de forcer les gens à arrêter, à s'arrêter et à réfléchir. De faire quelque part, de leur demander vraiment de s'arrêter 3 secondes, de réfléchir, d'accorder plus de temps à la réflexion. Le but, c'était de rendre la lecture moins facile. Tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui, bien évidemment, il y a des caractères linéales qui sont moins géométriques et qui sont plus agréables à lire, mais en règle générale, il vaut mieux éviter d'utiliser ce genre de caractères pour les textes longs. Alors maintenant, je vais passer les 5 ou 10 dernières minutes de cette conférence à vous expliquer des choses que vous savez peut-être déjà. Les web fonts, c'est un gros souci. Moi, quand je faisais des sites internet, c'était il y a longtemps, hein, je suis vieux maintenant, si, je vous assure, parce que je prends beaucoup de Botox. Et lorsque j'utilisais les caractères, à l'époque, on me disait c'est simple, c'est Times ou Arial. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ah. Et on a fait beaucoup de sites internet, hein. Je vous parle de ça en 95, 96, je me rappelle avoir fait notamment le site officiel de Men in Black, par exemple, pour Sony à l'époque, en 96 ou 97, et il était entièrement fait en Arial, et c'était super, hein, c'était vachement bien. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Donc, les web fonts, aujourd'hui, c'est un vrai souci. Pourquoi? Parce que
il y a énormément de techniques différentes pour pouvoir utiliser plus de caractères que les caractères qui sont installés par défaut dans les machines des utilisateurs. Oui, mais il y a un souci. Bon, là, je vous fais voir les 3 navigateurs de base, j'ai envie de dire. J'ai consciemment mis Opera ou Chrome de côté pour l'instant. Vous avez évidemment entendu parler d'Embedded OpenType, de Scalable Vector Graphics ou de Web Open Font Format. Sauf que le EOT ne fonctionne vraiment bien que sur Internet Explorer. Le SVG ne fonctionne vraiment bien que pour les utilisateurs de Mac qui utilisent Safari. Et le Web Open Font n'est pas du tout prévu sur Safari. Bref, c'est un peu le bordel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on me l'a d'ailleurs dit encore ce matin dans le train, merci Quentin, lorsqu'on veut arriver à faire en sorte que les utilisateurs voient la même police de caractère sur toutes les machines, on est obligé de se taper 8 ou 9 ou 10 lignes de code juste pour une police de caractère. Ce qui devient un peu n'importe quoi. Alors évidemment, aujourd'hui, on parle du TrueType et du font face, qui est entre guillemets la solution idéale parce que ça marche partout et on voit les polices de caractère. C'est vrai que c'est super. C'est vrai que c'est super en tant qu'utilisateur. Sauf qu'en tant que designer de caractère, c'est moins super, parce que le font face, ça veut dire que vous allez mettre la police de caractère quelque part sur Internet, et que n'importe quel clampin qui connaît un petit peu le code et qui sait faire 2-3 copier-coller, va être capable en à peu près 2 minutes montre en main de récupérer la police de caractère gratuitement sur sa machine, ce qui parfois ne pose aucun souci parce que la police de caractère est diffusée gratuitement par les fonderies. Mais ce qui très souvent pose un gros souci, parce que c'est pas du tout le cas, et ça s'appelle du piratage. Bon, le piratage, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, mais en tant que designer de caractère, il faut savoir qu'il y a des gens qui passent, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, leur vie à dessiner des polices de caractère encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent de ça, et diffuser gratuitement leur police de caractère, c'est pas, voilà, c'est pas gérable. Donc pour l'instant, c'est encore un vrai souci. Alors évidemment, il y a Typekit qui existe, mais Typekit, c'est encore le même souci, c'est-à-dire que ça fonctionne pas bien de la même manière sur toutes les plateformes, c'est pas encore au point économiquement parlant, c'est encore un peu trop cher parce que c'est un abonnement qu'il faut payer tous les ans, donc ça veut dire qu'on paye la police tous les ans, enfin bref, il y a encore pas mal de soucis, donc techniquement, j'ai envie de dire que on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Ça viendra peut-être un jour, j'espère, vraiment, mais là pour l'instant c'est pas encore ça. Donc après vous pouvez bien évidemment utiliser FontFace sans problème, hein. Après c'est une question d'utilisation de chacun, mais enfin gardez en tête tous ces éléments qui sont importants et gardez un œil également sur les forums qui parlent de ce genre de choses pour voir quels sont les développements de ce côté-là. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que évidemment pour les titres et tout ça, bon, vous faites ce que vous voulez, évitez d'utiliser Flash parce que maintenant sur Mac et sur iPad, iPhone, etc. c'est pas l'idéal, mais enfin tout ce qui est CSS et compagnie, tout ce qui est FontFace, ça vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez en termes de titrage. Encore une fois, en gardant en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux familles de caractères. Mais pour les corps de texte, il vaut mieux encore aujourd'hui utiliser les polices qu'on appelle web safe, c'est-à-dire celles qu'on est vraiment sûr de trouver partout. Et malheureusement, comme il y a 15 ans de ça, c'est toujours les mêmes polices. Oui, l'autre gros souci, donc c'était, j'ai oublié de vous faire cette slide par rapport à l'argent qui revient dans la poche du designer, etc., etc. Vous m'avez compris. Donc les polices de caractère aujourd'hui sur macOS X, sur Windows, sur les systèmes Unix et sur la plupart des outils qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est toujours les mêmes finalement, ça n'a pas changé. Vous avez Arial et Helvetica. Alors Arial et Helvetica, en fait je devrais dire vous avez Helvetica. Helvetica, donc c'est cette police de caractère qui est omniprésente, qui permet de faire passer n'importe quel message de n'importe quelle manière. Une police de caractère qui est plutôt réservée au texte assez court. Et Arial, en fait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent la raison de l'existence de l'Arial, comment ça a été créé. Très 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 rapidement et en schématisant, Helvetica existait, Steve Jobs a acheté la licence pour Mac, Bill Gates est arrivé, manque de bol, Steve Jobs avait acheté la licence pour Mac, donc il a demandé à des graphistes de le refaire en le modifiant légèrement et de l'appeler Arial pour éviter de payer des licences. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il y a Arial. Alors, pour les gens qui connaissent bien Arial, les graphistes, hein, c'est vrai que quand on voit une pub faite en Arial, tout de suite on la voit d'un mauvais œil parce que voilà quoi, c'est quand même pas exceptionnel. Donc c'est une police de caractère qui est peu connotée, qui est très bonne pour tout ce qui est publicité, promotion, titre, enfin texte assez court et titre de paragraphe par exemple. Ouais. Alors comme j'ai peu de temps, je vais éviter de parler trop de Comic Sans, hein, je suis désolé, je sais que vous en avez très envie, mais... Voilà, donc
Comic Sans, je vais quand même vous en dire quelques mots parce que c'est par principe, il faut quand même que je parle de tous mes enfants, bien que je sois content que celui-là ne soit pas mon enfant. Comic Sans, c'est une police de caractère qui a été dessinée, qui n'a jamais été faite pour être une police de caractère. Normalement, ça devait être cantonné à l'utilisation dans un logiciel qui s'appelait Microsoft Bob. Un logiciel pas terrible d'ailleurs, avec un chien qui donnait des instructions. Enfin, ouais, c'était pas génial, développé par la femme de Bill Gates. Elle a bien fait d'arrêter. Et Comic Sans, c'est une police qui a été faite en une nuit. Exactement une nuit, hein, de 20h à 7h du matin, par un graphiste qui n'était pas du tout typographe, qui s'appelle Vincent Connard. Je vous jure que c'est vrai. Ça ne s'invente pas. Et qui malheureusement s'est retrouvé de manière absolument inexplicable, distribué gratuitement avec Windows 95. Et à partir du moment où ça a été distribué gratuitement avec Windows 95, bah c'était mort, quoi. Voilà, on a retrouvé ce type-là. Alors pourquoi on la retrouve partout? Je pense que c'est parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont peur des polices de caractère, qui doivent faire, je sais pas moi, une affichette pour la salle de café ou n'importe quoi, qui voient le menu déroulant, oh là là, Baskerville, Casson, oh là là, ah, Comic Sans, c'est rigolo. Et voilà, on met Comic Sans. Et du coup, on retrouve Comic Sans partout, comme je le disais ce matin, on le retrouve dans des logos sur le côté des ambulances, on le retrouve parfois sur des pierres tombales. Il y a des gens qui se font enterrer, et qui font graver du Comic Sans sur la pierre tombale, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, vraiment, et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, évitez quoi. Alors ensuite, vous avez Georgia. Georgia, c'est une police de caractère absolument magnifique qui a été dessinée en 1994 par un génie qui s'appelle Matthew Carter. Je dis génie, je le dis parce qu'il a reçu le titre il y a 3 semaines de ça en Angleterre de génie de l'Empire britannique. Donc c'est un génie. Matthew Carter, Georgia, une police de caractère qui est inspirée du Baskerville et du Caslon qu'on a vu tout à l'heure. Une police de caractère qui a été donc dessinée en 94. En 94, les écrans, c'était du 14 pouces, c'était tout petit, c'était moche. Et Georgia, c'est une police de caractère qui, quand on la compare au Times par exemple, a un œil qui est très ouvert. Ce que ça veut dire, c'est que si vous utilisez du Times encore 16 dans une page, 16 pixels, et si vous utilisez le Georgia dans la même page avec le même corps, les caractères vont être plus gros et ils vont être plus lisibles. Donc ce qui fonctionnait bien en 94 fonctionne toujours très bien aujourd'hui. C'est une police qui est très bien dessinée, qui est très élégante, qui est très chaleureuse, qui est très facile à lire. Je ne vais évidemment pas parler de lisibilité, ça ce sera le sujet de d'autres conférences, mais c'est une police qui est très facile à lire et qu'il faut donc utiliser, à mon avis, pour les corps de texte. C'est la raison pour laquelle on la retrouve dans énormément de sites internet aujourd'hui. Le Georgia, donc c'est vraiment une police optimisée pour écran avec des chiffres suspendus, ce qu'on appelle les chiffres suspendus, donc très élégants. Bref, vous avez compris, c'est une super police. Ensuite, vous avez Palatino. Je suis désolé, je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que je vais pas tarder à dépasser mon horaire assez largement. Désolé Anne-Sophie, je vais essayer d'être rapide. Le Palatino est une police des années 30-50 qui était adaptée sur l'écran d'ordinateur. Ce n'est pas une police optimisée, mais si vous l'utilisez dans des corps suffisamment gros, à au moins 16 pixels, c'est une police qui est assez élégante, qui encore une fois a une connotation qui est très humaine, qui est très traditionnelle. Ça peut être difficile à lire en petits caractères, mais c'est une police qui peut être utilisée, que vous devriez utiliser. Toutes les polices dont je vous parle sont sur toutes les machines, hein. Vous pouvez les utiliser assez largement. Times New Roman est une police intéressante, mais malheureusement c'est une police qui est qu'on a trop vue, quoi. Voilà, elle était livrée par défaut sur Windows. C'est la police qui arrivait directement dans ce qu'on ouvrait Word par exemple. On l'a trop vue. Elle est pas utile, elle est pas très agréable à lire en petits caractères. Je vous déconseille quand même l'utilisation de ce genre de police pour des corps de texte aujourd'hui. Alors vous avez Trébuchet, là c'est pareil, je vais passer très très vite, ça a été dessiné par le même type qui a fait Comic Sans, Vincent Connard. Trébuchet, qui est une police de caractère qui en gros caractère est assez laide. C'est une police qui avait été faite, vous avez notamment le E qui est trop ouvert, enfin il y a quelque chose qui fonctionne pas dans Trébuchet. C'est une police qui avait été faite à la base pour la description des fenêtres dans Windows 95, Windows XP. Donc pour ça c'est très bien. Pour tout le reste, c'est pas terrible. Je vous conseille plutôt Verdana dessiné par le même qui a fait Georgia. Verdana, qui est une police de caractère qui a un très 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 gros œil, qui est bien pour certains titres, mais pas vraiment pour les corps de texte, sauf si ce sont des corps de texte assez courts. Voilà, alors je vous donne quelques exemples de sites internet qui à mon avis ont été bien faits, comme celui-là, Vanity Fair, qui utilise Georgia dans son corps de texte et qui utilise des images avec d'autres typographies beaucoup plus linéales, comme Vanity Fair et VF Daily, en fait, qui est presque la même police de caractère, mais pas vraiment. Vous avez également le New York Times, qui est un site avec beaucoup de texte, qui utilise encore une fois le Georgia.
Libération, qui est un petit peu moins bien fait, qui utilise une police... le truc, c'est que Libération en ligne a des textes qui sont très très courts, donc ils peuvent se permettre d'utiliser ce genre de caractères. Vous voyez en bas, c'est le Verdana. IA, Information Architect, un site japonais, comme ça ne se voit pas. Donc c'est le fameux site qui a publié cet article très intéressant qui dit que le web design, c'est 95% de typographie. Voilà, ce genre de site, par exemple, encore une fois, du Georgia. Voilà, bref, quelques sites. Oui, voilà. Je voulais terminer sur une note un petit peu légère avec le site de Ségolène Royal, qui est entièrement fait en Comic Sans, comme vous pouvez constater, c'est vraiment très élégant, et je ne parle pas, bien évidemment, du goût graphique très affirmé. Bref. Merci beaucoup, David. Des questions dans la salle? 1, 2, 3. Vous pouvez relever la main parce que je ne vous vois plus, je vous ai perdu. Là. Alors si vous avez des questions, merci de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous voir et de donner votre nom. Et votre... Donc, en fait, tu as raté hier, David, j'ai dit à quelqu'un dans la salle, on ne vous voit pas, levez-vous, j'avais le spot dans la figure, et il était debout au fond, il a dit, mais je suis debout. Et je pense que je me suis ridiculisé historiquement, en fait. Petit instant de solitude. Oui. Oui, bonjour, donc je m'appelle Noélie, je suis web développeur. Comme vous avez dit tout à l'heure, on lit de plus en plus de contenu sur l'ordinateur. Et ma question, c'est est-ce que les règles de lisibilité d'une typo, comme l'empattement, sont encore valables sur l'écran d'ordi, sachant qu'on ne lit pas, sachant qu'on ne lit pas forcément de la même façon, on lit plus en diagonale, on lit plus peut-être les titres, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le choix, on n'a pas beaucoup de typos disponibles. Est-ce qu'il faut être plus strict, plus... Je crois que ce que vous venez de dire sur la lecture d'une page, donc en diagonale, parfois, où on lit juste le titre, je crois que ça s'applique aussi au magazine, par exemple. Moi, quand je lis un magazine, c'est pareil, hein, je lis le titre, je lis en diagonale, ça passe direct. Je crois que les règles aujourd'hui sont quand même à peu près les mêmes, et qu'il faut effectivement de plus en plus suivre, revenir quelque part aux règles classiques de mise en page. J'ai pas du tout parlé de mise en page, et d'ailleurs, quelque part, je pense que votre question va aussi être répondue par Anne-Sophie dans quelques minutes, parce que j'ai pas beaucoup parlé de mise en page, parce que c'est surtout elle qui va en parler tout à l'heure, mais c'est un point qui est très important, comme elle me l'a dit hier, elle a raison. Faut pas simplement s'attarder à la lettre pour la lettre. Il y a également, si on utilise une belle typographie, mais qu'on fait une mise en page pourrie, bon bah voilà, le résultat va être horrible. Et moi, je pense, pour répondre plus précisément à votre question, qu'il faut quand même suivre les règles strictes et classiques de la typographie, même si on sait que certains lecteurs vont la lire comme ça. Il y en a d'autres qui vont prendre le temps de lire correctement, et pour ces gens-là, il faut faire l'effort de faire les choses comme elles devraient être faites, je pense. Une autre question? Il y avait une question là. Ah bien, c'est le fameux. Sébastien, mais visible. Sébastien, là on te voit aujourd'hui. Oui. On me voit aujourd'hui. Petite question. Par rapport à, donc, sur des polices de caractère pur, il y a... Alors, par défaut, on a beaucoup eu Arial et Times New Roman sur la suite Office. Récemment, ils ont changé de police par défaut avec Cambria. Et Calibri, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'on a un petit avis là-dessus ou pas du tout ou... J'ai envie de dire non. Non, pas forcément sur l'utilisabilité, mais plus dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir réutiliser Times New Roman entre autres ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que faut aller au-delà du fait, tiens, Word est livré en standard avec Times New Roman, donc j'utilise Times New Roman, ou tiens, il est livré en standard avec Cambria, donc j'utilise Cambria. Moi, à mon avis, il faut aller au-delà de ça. Je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu aux polices de caractère, acheter un bouquin, je sais pas, comme le mien par exemple, et utiliser une police de caractère plus en rapport avec ce qu'on veut dire. Voilà. Mais parfois, si ce qu'on veut dire, c'est quelque chose de très carré, de très simple, avec sur 50 pages, peut-être que le meilleur choix, c'est Times New Roman, c'est possible, c'est une police de caractère que moi j'aime beaucoup, hein, donc voilà, pourquoi pas. Alors, une toute petite dernière ici, mais 2 secondes. Non, on t'entend pas, attends. Petite rapide sur FontFace, j'ai pas bien compris votre argumentation sur le pourquoi vous voulez pas les mettre en ligne. Parce que, tel que je l'ai perçu tout de suite après, c'est la même chose pour la balise image. Il y a des photographes, ils n'ont pas envie qu'on mette en ligne. Le piratage, enfin les gens le feront. Maintenant, celui qui publie, je veux dire, c'est pas sa faute. On peut pas mettre des DRM partout, donc je comprends pas bien votre...
Alors, celui qui le publie ici, quelque part, c'est de sa faute. Parce que quelqu'un qui fait un site internet et qui décide de mettre, je sais pas moi, un Baskerville par exemple, voilà, qu'il a récupéré, je sais pas comment. Baskerville gratuit, aujourd'hui, il n'existe pas. Oui, je parle pour quelqu'un qui a les droits de lui de mettre sa police sur le site web. Oui, mais non, mais voilà. Quelqu'un qui a le droit de mettre sa police sur le site web, c'est quelque chose qui est rarissime. Il y a très peu de fonderies aujourd'hui qui donnent le droit de balancer une police sur un site web. Il y en a, évidemment, parce qu'il faut bien qu'elle survive, faut bien qu'elle récupère de l'argent à un moment donné, mais c'est très difficile. Parce que, encore une fois, du simple fait technique qu'à partir du moment où quelqu'un, par exemple, paye, je sais pas moi, 50 € pour avoir le droit d'utiliser une police, de la mettre sur son site internet, quelqu'un d'autre va pouvoir la récupérer derrière et la mettre sur son site gratuitement. Voilà, ça c'est le genre de problème qu'il faut régler. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, on n'a pas la solution. Vous parliez tout à l'heure des photographes. La plupart des sites internet qui mettent des photos dans leur corps, ce sont des photos dont ils ont acheté les droits, dont ils connaissent le photographe. Voilà. Si jamais ce sont des photos qu'ils ont piquées à un autre site, bah, on est dans le domaine du piratage et je n'ai pas la solution moi-même. Mais c'est pas le genre de choses que je ferais. Et quelqu'un m'a dit ce matin, par exemple, j'ai beaucoup de mal à dire à un client qu'il faut payer pour une police de caractère. Ça, c'est aussi le problème numéro 1. Faire comprendre à des gens qu'il faut payer pour une police de caractère. C'est un truc de fou, quoi. C'est une question qui, malheureusement, c'est une bonne question, mais à laquelle j'ai pas de réponse. Mais encore une fois, aujourd'hui, pour moi, Fontface, je pense que ce n'est pas encore la bonne solution. J'espère qu'on va y arriver, mais là, je sais pas. Peut-être TypeKit un jour, s'ils changent leur politique. Je sais pas. Je peux pas vous répondre par rapport à ça. Voilà, on va arrêter là les questions. On reprend à 10h10 avec Anne-Sophie. Alors j'ai encore 3 petites slides à vous faire voir et après je vous laisse. Allez, vite fait. Hein. Si vous avez des questions à m'envoyer, vous pouvez m'écrire à davidro@gmail.com. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, vous pouvez aller également sur un site qui s'appelle allfordesign.com de Aurélien Foutoyer, qui est un site qui est très bien fait sur tout ce qui est tout le thème de la lisibilité sur Internet. Vous avez également le typographe.com qui est un site avec un forum si vous avez des questions plus vraiment cette fois-ci sur la typo. Et puis bien évidemment, vous avez mon livre, n'hésitez pas à acheter-le. Bonne idée de cadeau pour Noël, voilà tout ça. J'ai terminé, merci à vous tous et bonne fin de journée. Alors, tu remets le livre à une personne qui a posé une question que tu trouves la plus pertinente. Tout de suite ? Ouais.